Bon, je vais doucement commencer à débuter ce webinaire. Le temps de faire l'introduction parce que vous allez le voir, on a un programme un petit peu riche aujourd'hui. Donc bonjour à tous tout d'abord et bienvenue à ce webinaire, qui porte sur le nouveau programme de travail 2023-2024 de l'EIE, donc EIE pour European Innovation Ecosystems. Donc, tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Clara Petit-Fils et je coordonne le point de contact national dédié à l'EIE, à l'EIT et à la synergie des fonds. Donc, je suis à 100% au ministère sur ces thématiques. Et bon, je suis la seule PCN qui couvre ces sujets. Donc, c'est un peu plus simple pour m'identifier. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je souhaitais faire un petit point de rappel. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Vous aurez accès donc au replay ainsi qu'aux différents supports PowerPoint qui vont vous être présentés aujourd'hui, donc par moi-même, mais aussi par les deux lauréates qui m'accompagnent. Donc, tout ceci sera mis à disposition sur la page web de l'événement. Et comme d'habitude, lorsque tout sera prêt, j'enverrai un mail à tous les inscrits pour que vous puissiez accéder plus facilement à tout ce contenu. Vu que le webinaire est enregistré, je vais vous demander assez logiquement de bien faire attention à couper, vos micros et vos caméras pour éviter, voilà, les désagréments, pendant l'enregistrement. Donc au programme aujourd'hui, vous l'avez sous les yeux, je souhaite faire un focus plus particulier sur les appels 2023 de la destination Connect. Donc, je vais débuter par une introduction générale, assez brève, qui vise à vous représenter ce qu'est l'EIE et comment comprendre son programme de travail 2023-2024. Puis j'entrerai dans le vif du sujet et je présenterai les deux appels 2023 de la destination Connect, chacun d'entre eux se divisant, comme vous pouvez le voir, en deux topics distincts. Ce que j'ai souhaité vous proposer surtout, c'est la chose suivante. Donc, on va le voir ensemble. Il va y avoir des topics qui sont, quasi identiques ou très similaires à des topics qui avaient été présentés dans le programme de travail 2021-2022 de l'EIE. Et pour ces topics en particulier, j'ai souhaité un petit peu pousser la présentation pour vous apporter plus d'éléments. Donc pour ces topics en particulier, vous aurez, des éléments de retour d'analyse sur les premiers résultats 2021-2022, et vous aurez des analyses d'ESR. Mais surtout, j'ai la chance d'avoir réussi à obtenir, 2 témoignages de lauréates qui m'accompagnent et qui viendront du coup présenter, les projets sélectionnés sur ces mêmes topics dans le programme de travail 2021-2022. Donc je suis ainsi accompagnée aujourd'hui de Pauline Capu, qui est déléguée générale à l'AFPC et qui viendra présenter tout d'abord le projet Caféine, donc qui est coordonné par l'AFPC. Puis, je serai accompagnée un peu plus tard par Sylvia Paolella, qui est International Affairs Coordinator à Medicine Paris Région. Donc Medicine qui coordonne cette fois-ci le projet InnoFacilitator. Donc je profite de cette introduction pour, vous remercier à nouveau Pauline et Sylvia pour votre temps aujourd'hui, pour votre participation, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir des retours, un peu concrets, surtout pour le IE qui est un nouvel instrument qu'on ne maîtrise pas encore pleinement et qui peut sembler encore flou pour la communauté française. Donc encore merci. Et comme vous le voyez, après chaque, temps de présentation, il y aura des sessions, de questions-réponses et je terminerai par un court temps de conclusion pour vous présenter, les projets de webinaire à venir. Donc je débute, cette introduction. Donc juste une petite précision, vous allez le voir, j'ai fait un PowerPoint assez riche avec beaucoup de liens hypertextes, des annexes et cetera, beaucoup d'éléments, parce que j'ai souhaité le penser comme une sorte de guide sur lequel vous pourriez aller puiser des informations après coup. Donc l'objectif, c'est ne pas que je vous lise toutes les slides parce que ce serait ennuyeux, c'est que je vous explique les idées générales. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez bien accès à tout ce contenu, juste après. Donc tout d'abord, en introduction, qu'est-ce que l'EIE et où se situe-t-il dans Horizon Europe? Donc vous le voyez, l'EIE se situe dans le troisième pilier d'Horizon Europe, un pilier qui s'intitule Europe innovante et qui a pour objectif de soutenir pardon, le volet innovant, donc du processus de recherche et d'innovation, et de soutenir surtout l'innovation dite de rupture.
C'est vrai que lorsqu'on parle du pilier 3 et de cette idée d'innovation de rupture, et peut-être vous en avez d'ailleurs vous-même déjà entendu parler, on a souvent en tête l'EIC, le Conseil européen de l'innovation, qui nous vient en tête, qui est la grosse nouveauté de ce troisième pilier, un peu la rockstar du pilier 3, comme j'aime le dire, qui a été la solution proposée pour apporter des instruments et des vannes financières surtout pour nos porteurs d'idées, pour nos entrepreneurs, évoluant autour de l'innovation dite de rupture. Pourquoi je vous parle justement du Conseil européen de l'innovation? Parce que bien souvent, les gens avec qui j'échange, mes interlocuteurs, me disent qu'ils ont du mal à comprendre un petit peu quelle peut être la valeur ajoutée de l'EIE et même de l'EIT vis-à-vis de cet EIC, de ce Conseil européen de l'innovation qui prend de la place et qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'outil un peu phare. L'idée est toute simple en soi. L'EIE est vraiment un instrument complémentaire de l'EIC. La philosophie de la Commission européenne étant la suivante, c'est de se dire: «OK, c'est super, on a ce pilier 3 qui est dédié, heu, au soutien de l'innovation et de l'innovation dite de rupture. Super, on a cet EIC qui propose des solutions en termes des financements qu'on va pouvoir apporter à nos porteurs d'idées. Mais encore faut-il qu'une fois financés, ces mêmes porteurs d'idées, ces mêmes entrepreneurs et entreprises puissent véritablement s'insérer sur nos territoires. Et dans une Union européenne à 27 États membres, il y a naturellement beaucoup de fragmentation, beaucoup de disparités réglementaires d'un État membre à l'autre, de disparités fiscales et même culturelles. Et c'est donc là l'objectif clé de l'EIE. Plus particulièrement, lorsque la Commission européenne a proposé l'EIE, pardon, excusez-moi, elle lui a donné un petit peu une sorte d'objectif clé. La Commission européenne, en effet, souhaitait proposer l'EIE pour faire face et pour pouvoir mieux appréhender les différents moments de crise, de défis politiques auxquels l'Union européenne fait face. Donc, par exemple, la crise sanitaire ou actuellement la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Si vous voulez, l'Union européenne fait le constat que systématiquement, dans des moments de défis, de crise politique, c'est seulement par la coopération, la collaboration entre tous les États membres qu'une solution peut être proposée et diffusée sur tout le territoire européen. Donc c'est vraiment pour défendre cette idée, défendre l'idée de consolider, de lutter contre la fragmentation des territoires, que l'ACE a proposé l'EIE, donc qui est également un nouvel instrument intégré dans Horizon Europe, qui se structurent donc via des work programmes biennaux qui vont proposer des appels dits blancs, donc ouverts à toutes les thématiques, pour encourager la connexion, l'inclusion, la coopération entre tous les acteurs et tous les territoires de nos écosystèmes européens d'innovation. Donc, petite précision, lorsque on parle de tous les acteurs dans le IE, on va parler absolument de tous les acteurs qui composent la chaîne de valeur de l'innovation. Donc, ça va être le porteur d'idées, l'incubateur, l'université, la start-up, l'organisme de recherche, le pôle de compétitivité, mais aussi l'autorité régionale, par exemple. Et lorsqu'on parle de tous les territoires dans le IE, c'est à la fois tous les échelons qui composent le territoire européen, donc local, régional, national, européen et même international, mais aussi tous les territoires en termes des avancées, de la structuration des écosystèmes d'innovation. L'EIE, et on va le voir de toute façon dans les topics que je vais vous présenter après, va chercher en effet à rapprocher des territoires dits moins structurés en termes d'innovation, de territoires dits leaders, porteurs et beaucoup plus structurés dans le secteur de l'innovation. Donc maintenant que je vous ai restructuré, enfin resitué pardon, l'EIE, comment lire son Work Programme 23-24? Ben, lorsqu'on lit l'introduction, on retrouve cette idée défendue par la Commission européenne, à savoir que l'EIE doit être un outil pour permettre de mieux répondre, mieux anticiper les moments de crise. Et la Commission européenne souligne plus particulièrement la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, pardon, le contexte géopolitique ambiant. Intéressant, ce qu'on peut remarquer, c'est une nouveauté par rapport au Work Programme 21-22, pardon. La Commission européenne souligne en effet l'importance croissante de la deep tech et des startups qui vont justement être considérés comme les acteurs clés, détenant le potentiel pour proposer des solutions à ces moments de défi.
Surtout, ça c'est, un élément phare et qu'on retrouve en filigrane dans tout le Work Programme 2023-2024, la Commission européenne souligne l'alignement de l'EIE avec le New European Innovation Agenda. Donc le New European Innovation Agenda, est un agenda donc, qui a été lancé en juillet de l'année dernière, qui répond à un objectif clé, c'est de positionner, de s'assurer que l'Union européenne est au premier rang pour toute création, pour toute nouvelle vague d'innovation et création d'entreprises dans le domaine de la deep tech. Ce qui est intéressant, c'est que ce New European Innovation Agenda se compose de 5 flagships principaux, au sein desquels s'intègrent 25 actions, différentes. Par rapport à l'EIE et par rapport au Work Programme 23-24, mais aussi 21-22, on voit que certains topics, certains appels viennent directement répondre à ces flagships. Donc notamment le flagship 2 et 3. Donc permettre l'innovation grâce à des espaces d'expérimentation et les marchés publics innovants. Ou encore accélérer et renforcer les EIE à travers l'Europe, notamment via la création de Regional Innovation Valley. Donc, d'un point de vue pratique, comment se structure ce Work Programme 2023-2024 via deux destinations principales. Pour ceux qui avaient suivi le Work Programme 2021-2022, il y avait trois destinations précédemment. Il y avait Connect, Scale Up et Innove SMEs. Et Connect et Scale Up ont désormais fusionné. Donc, il n'y en a plus que deux. Donc, la destination Connect est toujours la même en soi. Il s'agit de construire, de consolider des écosystèmes d'innovation dits interconnectés et inclusifs, toujours en s'appuyant sur des forces existantes, c'est-à-dire des exemples de réseaux, d'écosystèmes qui performent déjà aux différents échelons, tout en encourageant l'implication de tous les acteurs et de tous les territoires. Donc il est souligné que cette destination s'articule plus particulièrement avec le flagship numéro 3 du New European Innovation Agenda. Enfin, la destination Innove SMEs, je vais être assez brève à ce sujet. Donc il s'agit d'un appel unique, de type co-fund qui est fléché à destination du réseau Eureka, afin de pouvoir mettre en œuvre le programme dit Eurostars, qui est un programme de soutien à la recherche, au développement et à l'innovation pour les PME innovantes et qui en France est, mis en œuvre par l'opérateur national dédié qui est BPI France. Donc, bien que je ne couvre pas directement ce programme, comme je vous l'ai dit, je vous ai prévu une sorte de guide, avec, des annexes et cetera. Donc à la fin de ce PowerPoint, dans les annexes, vous avez une présentation du programme Eurostars avec plein de liens hypertextes et notamment les contacts pour pouvoir vous rapprocher de BPI si ça peut vous intéresser. Enfin, pour conclure cette introduction, je souhaitais vous faire un petit bilan, un petit retour sur la participation française à l'EIE à ce jour, qui est, plutôt bonne puisque nous nous classons 1er, actuellement des résultats connus. Donc quand je parle des résultats connus, c'est sur le Work Programme 21-22 et sur les destinations Connect et Scale Up uniquement. Donc nous enregistrons un total de 30 participations, pardon, dont 10 coordinations, soit un taux de succès, global de 31% contre 12% au niveau européen en termes de part de financement et 12% de parts captées. Donc juste de manière générale, que vous le sachiez, dès lors qu'il y a des résultats sur la participation française à l'EIE, et peut-être que vous le savez déjà, je publie du contenu, des articles que je diffuse systématiquement sur le mini-site EIE et plus largement à la liste de mes relais Horizon Europe et sur le LinkedIn de mon PCN. Donc ça peut être des éléments qui peuvent vous intéresser éventuellement si vous cherchez à connaître quels sont les lauréats français qui se sont positionnés auprès de l'EIE, donc sous le 21-22. Donc comme j'ai pu vous le dire, en introduction, j'ai fait le choix de centrer ce premier webinaire uniquement sur les appels 2023 de la destination Connect, donc sur 2 appels qui chacun se divisent en 2 topics. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que vous allez le voir, l'EIE est un work programme assez riche, mine de rien, heu et qui peut, parfois paraître flou pour certains. Donc j'ai vraiment fait le choix de m'attarder, de prendre le temps de parcourir avec vous les topics. Donc ce qui me permet, maintenant que j'ai fini cette introduction, de passer donc à la présentation du premier appel 2023 de l'EIE et de sa destination Connect.
Donc son premier topic s'intitule Organization of the Women Tech EU Scheme. C'est un appel de type CSA avec un budget indicatif total de 15 millions d'euros pour un consortium, une subvention attendue, avec une durée de projet estimée à 2 ans. Du point de vue du critère d'éligibilité, donc là je vous mets un warning, et c'est un warning qui vaut pour tous les topics que je vous présente aujourd'hui, mais aussi tous les topics de l'EIE. Il y a actuellement un flou rédactionnel dans les critères d'éligibilité. Donc, il est écrit que le consortium doit réunir un minimum de 3 entités légales indépendantes, dont au moins une est établie dans une modeste Moderate Emerging Innovator Region et au moins une autre entité est établie dans une Strong Innovation Leader Region. Il y a actuellement une zone de flou, comme je vous le disais, parce que d'un point de vue juridique, ce critère peut être lu comme exceptionnel, ce qui signifierait qu'il ne faut pas répondre aux critères traditionnels des 3 États membres pays associés, représentants et représentatifs du consortium, mais seulement réunir ce critère dont je vous ai parlé, donc avoir 3 entités légales indépendantes dès lors qu'elles sont par exemple distribuées entre 2 types de régions, donc entre 2 pays. Donc actuellement, j'attends un retour de la Commission européenne, sur la manière de lire ce critère d'éligibilité. Donc, par précaution, je vous transmets la recommandation d'une de mes collègues du PCN juridique et financier, donc Ingrid Licky, qui m'invite à vous dire de le lire comme critère d'éligibilité additionnel. Donc, répondez à ces critères, donc réunissez 3 entités légales indépendantes avec la représentation de ces 2 types de régions, mais gardez en tête et conservez le critère d'éligibilité visant à réunir 3 États membres, pays associés différents. C'est vraiment important, ne prenez pas le risque de le lire comme exceptionnel. Prenez la carte de la sûreté et lisez-le comme quelque chose d'additionnel. Voilà. Donc ce topic, vise en fait à, sélectionner un consortium qui aura à charge de mettre en œuvre le programme Women Tech EU. Ainsi, donc dès le début, du topic, la Commission européenne, le Work Programme, décrit les résultats qui seront attendus. Donc assez logiquement, on reconnaît donc soutenir l'innovation deep tech, assez logique vis-à-vis du programme Women Tech EU, promouvoir le leadership féminin dans l'industrie deep tech, assurer la poursuite sans heurts du programme Women Tech EU, ou encore encourager la coopération et la mise en réseau des femmes entrepreneurs dans le domaine des technologies deep tech. Un point particulier, c'est qu'il n'y a pas de target groups identifiés. Donc, je me suis aussi adressée à la Commission européenne à ce sujet. Il m'a répondu que toute entité légale indépendante, dès lors que ce critère d'éligibilité était répondu, qui pensait avoir les compétences et les capacités de mettre en œuvre Women Tech EU, pouvait répondre. Ainsi, donc on poursuit en poursuivant la lecture du topic, il est ensuite décrit les activités qui vont être attendues que le consortium devra mettre en œuvre en organisant le programme Women Tech EU. Donc, on retrouve par exemple assurer la bonne conception, l'organisation et la gestion du programme Women Tech EU, assurer une connexion harmonieuse avec les Business Acceleration Services de l'EIC, donc sachant que les bases sont proposées aux lauréates du programme Women Tech EU, ou encore communiquer et promouvoir le programme. Surtout, l'une des activités principales, assez logiquement, qui va être attendue du consortium, va être de lancer des appels à propositions, donc au moins un par année civile, la prise en compte de plusieurs dates cut-off étant encouragée, d'organiser en suivant le processus d'évaluation et de gérer les subventions, assez logiquement. En plus donc de fournir ces fonds et cet accompagnement aux startups deep tech, le consortium doit inclure une stratégie de promotion et de communication solide du programme pour présenter clairement que ce programme est une initiative de l'UE via diverses actions de communication telles que des événements d'information de diffusion, des événements de presse de sensibilisation ou des tournées de présentation. J'ai souhaité ensuite, sur les 2 slides suivantes, vous faire un petit rappel, vous donner des éléments de contexte de Women Tech EU
pour ceux qui découvriraient peut-être ce topic. Donc le programme Women Tech EU était précédemment donc un appel qu'on retrouvait, un topic qu'on retrouvait de manière annuelle dans le programme de travail de l'EIE. C'est un appel donc de type monobénéficiaire à destination de start-up dites deep tech, donc dans tout secteur confondus, pardon, qui ont été fondés ou cofondés par des femmes qui occupent un poste de direction au moment du dépôt. L'intérêt et la volonté de cet appel, c'est de travailler sur l'équilibre des sexes dans le monde de l'entrepreneuriat et notamment de travailler sur la position qu'occupent les femmes dans ce même écosystème. Les lauréates de Women Tech EU bénéficient systématiquement d'une subvention individuelle de 75 000 euros, donc qui va leur permettre de développer des activités au sein de leur start-up. Donc, je vous ai mis des exemples, l'évaluation, l'affinement des produits-services, l'expérience utilisateur, l'amélioration du modèle d'entreprise, etc. En plus de cette subvention, les lauréates bénéficient de nombreux services de mentorat et d'accompagnement, notamment en fait le Women Leadership Programme, qui est un Business Acceleration Services de l'EIC, d'où en fait la demande précédente du topic que je vous ai présenté de créer des liens avec les bases de l'EIC. En effet, lorsque une entreprise est lauréate de Women Tech EU, elle est automatiquement lauréate du Women Leadership Programme de l'EIC. Ce que la Commission européenne cherche à faire ici, c'est créer une sorte de pipeline d'entreprises, de start-up cofondées par des femmes et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier des différents mécanismes présents dans le troisième pilier d'Horizon Europe. Et en plus de ces services, Heu, les lauréates auront la possibilité de participer à des activités dédiées organisées par d'autres organismes tels que InvestEU ou le réseau EEN. Donc là, vous aurez aussi accès, je vous ai mis, en lien hypertexte, l'accès à un replay un webinaire que j'ai fait donc, en juin de l'année dernière, j'avais présenté du coup le dispositif Women Tech EU aux côtés de lauréates françaises et en présentant notamment une analyse de SR. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. J'avais également rédigé donc un article sur les premières lauréates. Également un petit retour sur la participation française telle qu'on la connaît à ce jour. Donc, je n'ai les données que pour, l'appel 2021, de Women Tech EU. Donc sur cet appel, la France se classait, 3e ex aequo avec, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne. Sur le total de 50, entreprises start-up sélectionnées, la France a compté, 4 lauréates. Pour le deuxième appel, tout ce que l'on sait à ce jour, c'est qu'il y a eu un total de 467 dépôts pour un total de 133 lauréates attendues et que la France se classe 3e en termes de dépôts après l'Espagne qui est première et l'Allemagne qui est deuxième. Donc, on peut estimer un taux de succès global européen de 28,48%. Je vais maintenant passer donc au second topic, excusez-moi, au second topic donc de ce premier appel 2023 de la destination Connect. Il s'agit de l'un des topics dont j'ai pu vous parler en introduction, qui est quasi identique à un topic qui était présent sous le Work Programme 2021-2022 de l'EIE. Et même, il était tellement identique que vous allez voir sur les slides suivantes, j'ai mis en j excusez-moi, j'ai mis en jaune les seuls éléments qui différaient, qui avaient été ajoutés. Ce qui voilà, j'ai pris les 2 Word programmes côte à côte et j'ai ajouté les différences en jaune. Donc c'est un appel qui se nomme un topic qui se nomme Preparatory Action for Setting Up Joint Programs Among Innovation Ecosystems Actors. Même le titre du topic est identique. Il s'agit d'un appel de type CSA avec un budget indicatif total de 6 millions d'euros pour 12 subventions, 12 projets attendus, soit un demi-million par projet. Donc les durées attendues sont de 12 mois. Donc là, ça varie parce que précédemment, on recommandait 24 mois. Et on retrouve ce fameux critère d'éligibilité que je vous recommande de lire comme additionnel. Il s'agit d'un financement de type subvention forfaitaire lump sum. Donc, l'objectif de ce topic, c'est de permettre aux autorités nationales, régionales et ou locales
qui sont chargés des politiques publiques, des programmes d'innovation, de réunir ces mêmes acteurs avec tout autre acteur qui compose leur écosystème et qui sont actifs dans le secteur de la recherche et de l'innovation, dans le but donc de réunir ces acteurs pour préparer ensemble des programmes d'activité et surtout un plan d'action pluriannuel conjoint pour justement proposer des actions visant à renforcer la performance et la capacité de leur écosystème d'innovation. En termes des target groups, des groupes cibles, donc on retrouve mentionné en premier, sans surprise, les autorités nationales, régionales et ou locales, ainsi que les acteurs privés, y compris les entreprises publiques et les acteurs ou réseaux de la recherche et de l'innovation. Nouveauté dans ce topic sous 23-24, on souligne le lien avec l'EIT et ses KIC. En suivant, donc on découvre, les résultats qui vont être attendus, que le consortium devra, proposer. Donc assez naturellement, on va demander à ce que ce consortium permette d'ouvrir le dialogue, de préparer le terrain et la de faciliter l'accord, pardon, entre les différentes parties prenantes réunies pour, voilà, aller vers des écosystèmes d'innovation plus dynamiques, inclusifs, diversifiés en termes de genre et connectés autour, des domaines décrits dans le New European Innovation Agenda. Donc on retrouve là l'alignement avec le New European Innovation Agenda dont je vous ai parlé. Après cette phase de dialogue, il s'agira d'élaborer des programmes, des plans d'action conjoints à long terme pour justement venir favoriser la collaboration, les activités communes de soutien à l'innovation et la création d'un capital de connaissances commun entre les écosystèmes d'innovation. Une nouveauté que j'ai surlignée, donc j'ai mis en jaune et que je vais vous expliquer, c'est que bon, à nouveau, on appelle à un alignement avec le New European Innovation Agenda, mais on appelle, le cas échéant, à créer des liens avec ce que l'on appelle les nouveaux Partnerships for Regional Innovation. Alors, les prix, qu'est-ce que ce sont? Qu'est-ce que sont les prix? Donc ça, c'est une initiative qui a été proposée conjointement par le Comité des régions et par le JRC, le Joint Research Center de la Commission européenne, qui a donc ensemble et porté par le JRC, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est sorti au printemps de l'année dernière pour sélectionner plusieurs villes, régions, territoires qui participeront à ce que l'on appelle le projet pilote des prix. L'objectif de ce projet pilote, tel qu'on le connaît à ce jour, hein, il n'y a que quelques informations qui sortent, c'est en fait de travailler à consolider les territoires et au sein d'un même territoire, travailler à mieux articuler à la fois les politiques publiques qui sont mises en place vis-à-vis de l'innovation et mieux articuler la synergie des fonds. Donc c'est un petit peu la même idée de l'EIE dans sa philosophie et c'est pourquoi la Commission européenne trouve ça intéressant, si possible, de s'aligner, de créer des liens avec ces mêmes prix. Excusez-moi. Du côté, français, ont été, sélectionnés, parmi ces prix, la région Hauts-de-France, que vous le sachiez, et la région Pays de la Loire. Mais, la région Pays de la Loire appartient à une initiative qui est, l'initiative, Vanguard. Voilà. Excusez-moi. Un autre point aussi à souligner, qui est important pour, ce topic, c'est qu'on va chercher à favoriser, on va demander au consortium de chercher à favoriser les synergies avec d'autres sources de financement. Par exemple, là, c'est un peu plus explicité dans ce topic sous 23-24, la politique de cohésion, donc par exemple les fonds FEDER ou le Recovery and Resilience Facility ou encore les fonds privés. Ce qui va être demandé aussi au consortium, c'est d'identifier, les domaines et les activités de coopération. Excusez-moi, j'ai une angine en ce moment, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, les propositions pourront être axées sur un domaine thématique technologique d'intérêt commun, conformément à une ou plusieurs priorités de l'UE, notamment en faveur de la transition numérique et verte. Ce qui est souligné, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Voilà. Ce qui est souligné, c'est que, il faudra planifier un engagement à long terme
d'au moins 3 ans. Donc le plan d'action conjoint qui sera mis en œuvre devra être mis en œuvre et proposé pour 3 ans. Donc là, c'est une différence parce que précédemment, on proposait 5 ans. Un point à souligner, ici, c'est qu'à nouveau, on appelle à l'alignement avec le New European Innovation Agenda, excusez-moi vraiment, et ce que l'on appelle les Startup Villages. Les Startup Villages, c'est un dispositif, qui est proposé par le JRC, qui vise en fait à soutenir des zones rurales, des villages qui accueillent, des startups. Bon, à noter qu'à ce jour, en France, il n'y a pas, de zones rurales, de villages qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce dispositif, mais ça peut être un élément à avoir en tête. Il y a, 2 temps, 2 phases pour pouvoir comprendre et mettre en œuvre, ce topic, ce projet. Tout d'abord, on va proposer au consortium une première phase dite d'échange, de dialogue pour justement réunir les différentes parties prenantes impliquées et leur proposer voilà, de faire une cartographie de ce qui se passe au niveau du territoire, d'analyser les différents agendas, stratégies, politiques, activités, les différentes priorités, les différents acteurs qui composent l'écosystème dans un premier temps, pour ensuite, dans un deuxième temps, consolider en fait ce même plan d'action conjoint, le créer et proposer donc des activités. Un point très important, c'est que ce topic ne vise pas à financer la mise en œuvre du plan d'action conjoint qui va être rédigé. Il vise à financer la phase de dialogue, de voilà, d'échange, d'interaction entre les différentes parties prenantes, la phase de création de ce plan d'action conjoint, mais non pas la mise en œuvre. Le topic précise, pour ce qui est de la mise en œuvre, les propositions retenues peuvent demander un soutien financier supplémentaire à d'autres programmes de l'UE, notamment Horizon Europe. Donc là, on va passer à un retour du coup sur le topic qui était quasiment identique sous 2021-2022. Et je vais faire une petite introduction avant de laisser la parole à Pauline, du coup, qui va venir présenter le projet Caféine. Donc j'ai souhaité tout d'abord vous faire une petite recontextualisation de notre participation à ce premier topic sous 2021, qui, comme vous le voyez, avait exactement le même titre. Donc la France s'est classée troisième, a enregistré un total de 6 participations, dont 2 coordinations sur les 13 projets sélectionnés au total. J'ai donc pris, en fait, j'ai souhaité vous faire une petite analyse de SR et j'ai pris toutes les propositions de projets qui avaient été soumises, retenues comme éligibles, évaluées, mais qui n'étaient pas arrivées sur la main list. Donc je vous ai présenté, vous avez là 3 slides qui vont suivre où je vous ai fait un un best-of, on va dire, des remarques négatives qui reviennent le plus souvent pour vous aider éventuellement, voilà, à ne pas commettre ces erreurs si vous souhaitez de déposer sur le topic 2023. Du point de vue, donc du critère de l'excellence, des remarques générales, mais ça, c'est des remarques qui valent pour tous les critères, les 2 autres critères. C'est qu'on va souvent, souligner, un manque de détails, un manque de cohérence, des problèmes de structuration du propos, des propos peu convaincants, pas assez détaillés. Donc ça, c'est voilà, c'est des erreurs et des remarques générales qui reviennent, assez systématiquement. J'ai ensuite essayé de créer des petits thèmes selon ce que je lisais et selon les remarques négatives qui revenaient. Du point de vue du secteur visé, du respect du topic, ce qui a souvent été souligné par les évaluateurs, c'est une confusion et un manque de précision par rapport aux termes employés. Alors, je mis des exemples. Parfois, il y avait des projets, qui visaient à s'adresser au secteur du digital green health ou alors, et c'était particulièrement vrai pour ce projet-là, des ecosystems for financial innovation. Mais problème, c'est qu'on ne définissait pas vraiment ce qu'on entendait par ce type d'écosystème. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. J'ai conscience que le IE, c'est des remarques qu'on m'a fait, et des remarques que je peux me faire en lisant par moi-même les topics, c'est parfois un peu flou. En termes des objectifs visés, voilà, renforcer, consolider les écosystèmes d'innovation. Mais attention du coup à ne pas employer quelque part des termes un peu valides qui vont pas être convaincants, qui vont être confus. Lié à ça, les évaluateurs ont souvent souligné aussi
un déséquilibre entre l'ambition du projet et les moyens proposés pour, le mettre en œuvre. Donc dans cette lignée, parfois, il y avait des projets qui, défendaient vouloir révolutionner le système de soins en santé, via donc un écosystème dans le domaine de la santé et l'évaluateur soulignait que quand bien même louable, voilà, on était dans un projet à un demi-million d'euros, avec, voilà, un budget limité et c'était peut-être pas là l'objectif du topic. Une erreur de lecture aussi et une erreur du coup, rédhibitoire un petit peu, c'était qu'il y avait un consortium qui proposait qui réunissait plusieurs États membres et qui proposait de mettre en œuvre des plans d'action étatiques, mais un par État membre, participant au consortium. Donc là, c'est une erreur de lecture du topic, excusez-moi, parce que la Commission européenne, elle propose un plan d'action conjoint. Du point de vue du state of the art, ce qu'on va souligner, c'est, ce que les évaluateurs ont souligné, c'est le caractère peu innovant ou qui ne va pas au-delà de ce qui se fait déjà. Donc là, c'était notamment lorsqu'on avait des consortiums qui, en fait, existaient déjà, qui avaient déjà formé une sorte d'alliance. En soi, c'est pas du tout un problème pour la commission enfin pour les évaluateurs, c'est pas ça le problème, c'est juste que du coup, parfois les consortiums qui présentaient ce cas de figure, qui était déjà un écosystème existant, ne montraient pas comment ils allaient aller au-delà de ce qui s'avait déjà constitué. Du point de vue de la méthodologie, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'à nouveau, attention sur les définitions. Par exemple, parfois, il y avait dans certains ESR, les évaluateurs expliquaient qu'on parlait de co-creative approach ou de design thinking methodology, sans vraiment expliquer ce qu'on avait en tête derrière ces termes et derrière cette méthodologie. Aussi, ce qui a été souligné, c'est, du point de vue de la méthodologie, la question de l'échelon choisi. Comme je vous l'ai dit, l'EIE, ça vise à articuler plusieurs échelons entre eux et ça vise à se baser sur des forces existantes pour les porter au niveau européen. Donc parfois, il a été souligné, notamment dans un ESR, qu'il n'y avait pas une bonne articulation entre les différents échelons et à un moment, il y avait l'échelon municipal qui avait été choisi pour réaliser une action précise, mais ça semblait pas pertinent pour l'évaluateur, surtout pour créer un effet, dit d'entraînement, un spillover effect durable. Du point de vue, de la, mesurabilité des résultats, bon, attention, sur à toujours bon, c'est un petit peu flou parfois, hein, mais description trop générale, du coup, l'évaluateur n'est pas sûr de pouvoir véritablement, mesurer les résultats. Du point de vue du consortium, ce qui a été regardé, c'était l'inclusion des parties prenantes moins représentées dans les écosystèmes d'innovation. Bon, ça, c'est un petit peu pallié sous 23-24 avec cette idée d'inclure des régions moins structurées dans les consortiums. Ça, je voulais mentionner pour le state of the art, l'idée que des consortiums étaient déjà membres d'une alliance. En soi, je le répète, hein, c'est pas du tout un problème. Parce que l'idée de l'EIE, je le répète aussi, c'est de se baser sur des forces existantes, des bons exemples d'écosystèmes qui performent déjà et les porter à l'échelon européen. Ce qui est critiqué et ce qui est regardé d'un mauvais œil par les évaluateurs, c'est lorsqu'ils ne comprennent pas, en gros, ce que vient faire cette alliance et ce que vient chercher cette alliance via ce financement précis. Ils ne comprennent pas quelle va être la valeur ajoutée pour ce même consortium. Donc, par exemple, heu, vous l'avez vu dans ce topic, l'idée, c'est d'avoir une phase de dialogue entre toutes les parties prenantes pour comprendre et analyser l'écosystème en question. Et là, l'évaluateur ne comprenait pas quel allait être leur besoin d'approfondir, les connaissances. Parce qu'ils considéraient en soi, c'est une alliance formée depuis X années, ils sont censés se connaître et comprendre leur écosystème. 2 points à avoir en tête, la question du genre et de sciences ouvertes. Attention à bien maîtriser ces éléments, à bien les adresser et surtout pas, de manière superficielle. Du point de vue du critère de l'impact, donc la mesurabilité de l'impact, ce qui revient systématiquement, c'est l'absence de détails, de précision, pas de KPI, pas suffisamment de KPI pour vraiment attester d'un impact. Ou, ça c'était intéressant, l'idée que parfois il va y avoir des objectifs qui ne sont pas quantifiés, pas mesurables après coup. Par exemple, il y avait un ESR pour un projet qui visait à travailler sur la question du renforcement des écosystèmes d'innovation, sur la question de l'inclusion et du genre notamment.
et garantir l'égal accès des hommes et des femmes. Mais ce que l'évaluateur disait, c'était que c'était un sujet très intéressant et très pertinent, mais que, bien que l'objectif soit adressé, il n'y avait pas, de manière pour quantifier l'impact. Donc par exemple, la proposition ne cherchait pas à expliquer et ni à estimer, combien d'entrepreneurs pouvaient être impactés, quel était l'impact sur la réglementation, la création d'emplois, et cetera. Donc barrières et mesures d'atténuation. Donc ce qui était souligné, c'était que soit qu'il y avait pas de très bonne, pas de d'analyse des potentielles barrières assez poussées, ou alors lorsque c'était le cas, lorsqu'il y avait une bonne mesure, des barrières, il n'y avait pas de mesure d'atténuation, proposée adéquate. En termes des outils proposés, donc on les considérait comme inadaptés, inadéquates. Alors là, laissez-moi reprendre l'exemple. Oui, alors ça, c'était, le consortium justement qui a été critiqué pour étant déjà une alliance et n'apportant pas de valeur ajoutée. En gros, ce qu'ils souhaitaient en mettre en termes d'outils, c'est, ils souhaitaient mesurer le succès aussi, enfin l'impact notamment, via, quelques outils limités et notamment l'ajout de nouveaux membres au sein de leur alliance, de leur consortium. Donc là, l'évaluateur a dit que ce n'était pas le but de cet appel. Donc impact pathway, donc là j'ai pas traduit, c'est mon chemin d'impact si vous voulez. Donc attention au côté, trop ambitieux, donc peu crédible. Ça j'ai pu vous le dire avec le critère d'excellence, le côté vouloir révolutionner, le système de soins en santé par exemple. Ou l'absence de projection d'impact sur le moyen et long terme, ce qui est problématique dans un topic qui vise à créer, un plan d'action commun, conjoint à long terme. La taille du consortium, donc là, il y a eu, des remarques négatives, sur un ESR en particulier où il y avait un énorme consortium avec 15 partenaires plus 18 membres associés. Donc, d'autant que, ce qui est évalué après coup, c'était que c'était pas vraiment pertinent. L'évaluateur n'arrivait pas à comprendre la valeur ajoutée d'avoir autant de membres. La synergie des fonds a été regardée. Il y avait notamment un consortium qui a été critiqué car il ne montrait aucune intention d'activer d'autres sources de financement en complément. Enfin, la question de l'exploitation de la diffusion des résultats ou de la gestion de la propriété intellectuelle, voilà, mal considéré, absent, peu explicite, etc. Enfin, ma dernière slide, avant de laisser la parole à Pauline, sur le critère de qualité et d'efficacité. Donc, la structuration du plan de travail. Donc là, systématiquement, ce qui va ressortir, c'est des work packages ou des tasks qui sont peu décrits, mal décrits. Donc, par exemple, pas consistants vis-à-vis des actions qui sont planifiées, des descriptions trop courtes, trop simples, des erreurs de rédaction. Donc ça, c'est des petites erreurs. C'est pas ça qui fait perdre l'essentiel des points, mais c'est des erreurs bêtes. Par exemple, qu'un nombre de livrables ne corresponde pas d'une section à l'autre. Du point de vue du timing, ça c'est un point sur lequel je voulais insister, attention aux inconsistances. Par exemple, il y avait un ESR qui disait qu'on était sur un projet de 12 mois, pardon, mais avec des work packages qui allaient jusqu'à 24 mois. Ou alors un autre projet où on proposait de démarrer les actions de diffusion, des résultats au mois 1, alors même qu'il n'y avait aucun résultat à partager. Ou alors on était dans un work package qui visait à analyser les écosystèmes d'innovation, mais on ne prévoyait pas de livrable pour justement traduire cette analyse. Voilà. Du point de vue du budget, soit il y a des incohérences et des problèmes de répartition. Donc, par exemple, la répartition entre les 15 partenaires avec une trop grande part allouée à work package 1. Voilà, par exemple, ou des incohérences rédactionnelles. Donc à nouveau, c'est pas ça qui vous fait perdre le gros des points, mais c'est des petites erreurs bêtes. Par exemple, un évaluateur soulignait qu'à une partie, on prévoyait 8 déplacements, puis 9. Du point de vue de la composition du consortium, enfin, les compétences des partenaires sont, critiquées lorsqu'elles sont mal décrites, mal identifiées, pardon. L'évaluateur considère qu'on ne voit pas la valeur ajoutée du partenaire en question, leur spécialisation. Aussi, il est souligné lorsque on ne repère pas de compétences, identifiées, notamment sur les questions de sciences ouvertes. Enfin, pour conclure, je vous ai listé toutes les thématiques des ESR que j'ai pu parcourir, donc pour vous montrer qu'il y a une grande richesse en fait, que, vous pouvez vraiment y aller tous secteurs confondus. Donc il y a la biotechnologie, le climat, l'économie bleue, le textile, les ICC, le secteur de la finance, l'agroalimentaire,
Il y avait aussi un projet sur les EIE au sens large qui a été complètement accepté, un projet qui se proposait de mettre en œuvre une théorie particulière, donc la Competitive Intelligence Theory. Voilà, l'EIE axé sur l'inclusion, la diversité ou encore le tourisme intelligent. Donc voilà, c'était tout pour, ma présentation du premier appel 2023. Donc je vais maintenant laisser la parole à Pauline qui va venir présenter donc, le projet Caféine, qui est donc l'un des lauréats de ce fameux, 1er appel 2021. Donc Pauline, je te parole. Oui, merci beaucoup Clara. Déjà, merci pour l'invitation et puis la possibilité de présenter le projet Caféine. Donc, je vais partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, moi je la vois. Je passe pas en plein écran parce que ça a bugué dans nos Oui, pas de petits souci. de test. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis Pauline Capu, donc la déléguée générale de l'AFPC, qui est l'Association française des pôles de compétitivité. Donc, juste pour commencer, un rapide rappel sur la politique des pôles de compétitivité. Donc, c'est une politique qui a été lancée en 2004, donc il y a maintenant plus de 15 ans d'existence. Donc, ça a été lancé sous la forme d'un appel à candidature auprès des territoires. Et en juillet 2005, les 71 premiers pôles de compétitivité ont été labellisés. Ensuite, c'est une politique qui a évolué par phase, donc par phase de 4 ans, avec des objectifs associés à chaque phase. Donc aujourd'hui, on en est à la fin de la phase 4, puis déjà en fait au démarrage de la phase 5, et on compte 54 pôles de compétitivité sur le territoire. Donc en schématisant et en caricaturant beaucoup, les objectifs des différentes phases, ça a été sur la première de créer les écosystèmes d'innovation, donc de fédérer sur un territoire les acteurs à la fois de la recherche, de la formation, et puis les entreprises sur une thématique donnée. La deuxième phase, elle a été consacrée à générer des projets, c'est ce qu'on a appelé l'usine à projet. La troisième, accompagner ces projets jusqu'au marché, c'est ce qu'on a appelé l'usine à produits. Et puis enfin, la phase 4, qui avait un objectif fort à l'Europe et puis qui a vu une montée en puissance aussi du rôle des régions. Et puis aujourd'hui, on est un peu en plein suspense puisque la phase 4 s'est achevée en décembre 2022 et que la phase 5 est censée commencer en janvier 2023. Donc, on est dans l'attente des annonces par la Première ministre des pôles phase 5. Donc, ça ne saurait tarder, mais l'actualité est un peu chargée en ce moment. Donc là, vous avez la carte avec l'ensemble des pôles sur tout le territoire et sur toutes les données. Donc les pôles, ça représente aujourd'hui, sur les 54 présents, plus de 18 000 entreprises, donc plus de 80% de TPE et PME, plus de 2000 organismes de recherche et de formation. Et puis l'ensemble de ces écosystèmes, aujourd'hui, c'est plus de 1000 salariés ou mis à disposition dans les équipes d'animation des pôles. Donc, on voit que c'est vraiment consistant, avec un budget moyen de fonctionnement de 1,5 million d'euros. Alors, ça varie beaucoup d'un pôle à l'autre, puisque il y a une certaine hétérogénéité dans la taille des pôles. En moyenne, en considérant tous les projets, y compris des projets individuels, on est à plus de 1000 projets labellisés par les pôles, l'ensemble des pôles par an. Et puis un chiffre intéressant pour bien comprendre l'efficacité de cette politique, c'est que pour 1 euro d'argent public investi, on observe qu'il y a 2,5 euros d'argent privé investi dans l'innovation. Donc, l'association, elle fédère les pôles. Aujourd'hui, on a 50 pôles membres sur les 54 et elle a pour objet de porter la voix des pôles et de défendre leurs intérêts. Donc, il y a une commission France qui va traiter de tous les sujets nationaux, donc de la politique des pôles. Une commission PME Finance qui aujourd'hui est essentiellement autour du label iFrance, donc sur de la levée de fonds où tous les pôles ne sont pas actifs, mais un certain nombre de pôles ont cette activité. Et puis enfin, le sujet qui nous intéresse, la Commission Europe, qui a toujours été très active depuis le lancement de l'association
Et c'est encore renforcé avec la phase 4. Donc à la fois avec un travail de veille et de partage de bonnes pratiques, et puis aussi d'influence au niveau européen, en ayant une implication forte de la FPC dans des associations européennes, telles que ECA, qui est l'Association européenne des associations nationales de clusters, et puis ECLES, dont on a la présidence, et qui a pour vocation de faire évoluer le système de labellisation d'excellence vers des critères qui correspondent aux attentes de la DG Group. Donc, on voit une implication qui monte en puissance. Ça, cette slide, c'est juste pour illustrer le gros travail qui a été fait par les pôles pour monter en puissance sur les sujets européens, avec de plus en plus de projets déposés, de plus en plus d'adhérents coordinateurs de projets, et puis des recrutements dans les équipes pour renforcer ce pôle européen. Donc, pour en venir au sujet qui nous intéresse, donc l'AFPC a suivi, on va dire, les objectifs des pôles et a souhaité candidater, donc pour la première fois en tant que coordinateur, à un projet européen qui semblait vraiment correspondre on va dire, au rôle des associations nationales de cluster. Donc, ce fameux appel EIE 2021 Connect, donc pour un projet de 2 ans et un budget de 500 KE. Donc, l'objectif global de Caféine, c'est d'élaborer un plan d'action conjoint à long terme pour répondre aux défis sur la transition écologique et industrielle pour les PME et les clusters. Donc, les partenaires se sont mis d'accord sur la transition écologique et industrielle, et on a bien sûr le prisme cluster avec les PME comme un acteur important et vraiment essentiel des clusters. Donc, le cœur du projet, il réside dans une approche collaborative, donc entre les différents partenaires, mais aussi l'advisory board dont je vais parler, et puis inclusive sur, on va dire, tous les acteurs des territoires et des écosystèmes que représentent les clusters. Alors, ce qui nous a semblé essentiel, et je pense qu'une originalité de notre projet, c'est l'engagement d'un binôme, donc à la fois les associations nationales de clusters, mais aussi les agences de financement. Puisque pour ce plan d'action, ça nous semblait important d'associer les financeurs. Donc ici, vous avez les partenaires de Caféine. Donc, il s'agit de 5 binômes avec 5 pays qui représentent les 4 niveaux d'innovation, on va dire. Donc, avec les Strong Innovators, avec nos amis suédois, les Innovator Leaders, c'est nos amis suédois, Strong Innovators, la France, Moderate Innovators, donc l'Espagne et l'Italie, et puis Emerging Innovators avec les Polonais. Donc, on a bien les représentations des différents niveaux avec l'objectif donc de monter en puissance tout le monde. Et puis surtout notre advisory board, donc l'IFAB, donc qui regroupe en fait les agences de financement. Donc les agences nationales de cluster, elles sont partenaires du projet, et on a monté donc cet advisory board avec des partenaires que chacun est allé chercher sur son territoire, et donc ils sont des acteurs du financement de l'innovation. Donc pour la France, on a le binôme AFPC, BPI France, donc qui est un acteur important du financement de l'innovation. Donc les Suédois, de la même manière, ont associé leur agence d'innovation. Donc là, il y en a une qui est présentée, puis depuis, il y en a une deuxième qui nous a rejoint. Pour l'Espagne, c'est un ministère, l'Italie également. Et puis, sur nos amis polonais, on est sur une agence également du type de celle de la France et des Suédois. Donc, on a vraiment réussi à créer ces binômes avec un enjeu important qui était le fonctionnement de l'advisory board, et donc d'impliquer nos partenaires agences de financement qui fonctionnent bien. Et puis, à terme, un objectif d'élargissement à d'autres pays. Donc, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura bien fait fonctionner notre groupe à 5, sur la deuxième partie du projet, on souhaite élargir à d'autres pays. Donc, très schématiquement, le concept caféine. Donc, dans un premier temps, bien comprendre l'état de l'art, on va dire, dans chacun des pays sur les transitions vertes et industrielles.
Donc, à la fois en comprenant bien les besoins des PME, également en allant dialoguer avec les régions, les policymakers, et tout ça en tenant compte effectivement d'une certaine inclusivité des différents acteurs du territoire. Donc, on va procéder, on est en train de procéder pour cet état-là à un certain nombre d'entretiens, d'échanges, déjà avec les politiques publiques, nos interlocuteurs, on va dire, institutionnels dans les différents pays. Donc, en France, on va dialoguer avec Bercy, avec Région de France, avec les régions, avec les ministères, mais également en incluant les autres acteurs des écosystèmes que représentent les clusters, donc aussi bien les académiques, les industriels, et puis aussi les citoyens, pas dans toutes les actions, mais dans des actions qu'on a bien mentionnées dans notre réponse. Donc, ça va se matérialiser sous forme d'entretien, d'interview, comme je le disais, de workshops, de matchmaking, et puis d'enquête auprès de ces différents acteurs, avec l'objectif de réaliser, donc dans un deuxième temps, ce plan d'action conjoint, où on aura à la fois les recommandations des associations de clusters, mais qui auront été validées tout au long du process par les agences de financement, même si elles ne sont pas directement partenaires du projet. Donc, on a sur un projet qui dure 2 ans, par semestre, en fait, un échange avec nos agences de financement pour valider qu'on va dans le bon sens, et puis aussi créer un échange et connecter les acteurs entre les différents pays, qui pour certains se connaissent, pour d'autres ne se connaissent pas. Donc, en tout cas, créer une nouvelle dynamique. Alors là, sur cette slide, je souhaitais répondre à la question que me posait Clara sur l'intérêt qu'avait trouvé la FPC à candidater à cet appel. Donc, tout d'abord, pour nous, c'est un intérêt stratégique. C'était un positionnement stratégique au niveau national en vue de la phase 5, puisque dans la phase 5 des pôles, et ça rejoint ma présentation du début, il y a un axe fort à l'Europe. Donc, on se positionne aussi au niveau de l'association sur cet enjeu fort à l'Europe. Un enjeu de visibilité au niveau européen, et puis l'opportunité d'initier une stratégie de positionnement durable en matière de financement européen, donc ancrer notre réseau européen, mettre en avant la place des pôles, et puis là je retrouve ce qu'a dit Clara en introduction sur le rôle aussi dans un monde en crise. Donc pendant la crise Covid, les clusters et les pôles ont montré leur efficacité dans ce type de moment, notamment pour être des courroies de transmission entre les territoires, les PME et puis les pouvoirs publics. Donc, c'est asseoir ces missions et puis les développer en termes d'écosystème d'innovation auprès des PME. Avoir une vision moyen et long terme, donc au travers de ce plan d'action, et puis aussi identifier et redescendre des bonnes pratiques auprès des territoires et puis des acteurs au sein des écosystèmes, avec un objectif aussi d'identifier des financements et de pérenniser des financements. On a un objectif de réseau et d'influence, puisqu'avec un projet comme Caféine, on développe notre réseau au niveau européen, et on gagne en visibilité, et puis c'est de la prise de contact avec de nouveaux acteurs. Voilà, à titre d'exemple, on a eu un événement la semaine dernière avec la commissaire Maria Gabriel, donc, qui a permis tout simplement de communiquer et puis de rencontrer du monde. Pour nous aussi, un objectif important, c'est le renforcement du partenariat avec BPI France. Donc, BPI France est bien sûr un interlocuteur avec qui on travaille déjà, avec qui on a une convention, mais ça permet de renforcer cette relation et puis de la porter à un niveau européen que nous n'avions pas jusqu'à présent. De ce point de vue-là, c'est vraiment un intérêt important. Et puis enfin, un intérêt financier pour identifier des financements complémentaires pour des actions structurantes pour les PME membres des pôles,
et puis aussi au travers de la préparation de ce plan d'action conjoint pour, on va dire, passer des messages. Voilà brièvement ce que je pouvais vous dire sur Caféine. Et puis, merci de votre attention et je reste à votre disposition. Merci beaucoup Pauline, c'était très intéressant, très clair. Du coup, je propose qu'on passe au premier temps de questions-réponses. Donc on a, 10 minutes pour le premier temps. Donc je n'ai pas vu de questions posées dans le chat, donc je ne sais pas si certains d'entre vous, souhaitent me poser des questions à moi ou à Pauline par rapport à ce qu'on vous a présenté dans un premier temps. Donc n'hésitez pas, à l'écrire si vous préférez ou lever la main et vous pouvez prendre la parole. Oui, je vois Benoît Jules, oui, allez-y. Oui, bonjour à tous et merci Pauline pour ta bonne présentation. J'ai une question plutôt d'ordre général concernant le programme EIE. En fait, j'ai l'impression qu'à le cahier de charge et à vous écouter, que ce programme, en termes de portage de projet, est dédié à des macrostructures. Ça va être soit institutionnel, par exemple les agences de financement, la FPC, et pas forcément aux clusters eux-mêmes qui sont à la manœuvre pour accompagner les entreprises au quotidien. Je pensais à l'ancien Cascade Funding, qu'on avait accès directement pour pouvoir aider les entreprises financièrement. Concrètement, la question que je pose à Pauline, quelle sera la suite donnée en termes de plan d'action vis-à-vis des boîtes de manière concrète, si jamais le projet passe sur une phase de qui est financée? Qu'est-ce que vous comptez faire vis-à-vis des boîtes concrètement? Alors, dans le projet Caféine, Oui. alors dans le projet Caféine, l'objectif, le PME est quand même au centre des Mmh. réflexions, hein, et puis la PME membre de Closa. Donc, vraiment, notre plan d'action, il va être orienté vers ces PME et sur la transition verte et industrielle. Donc, c'est la finalité du plan d'action. Après, aujourd'hui, on en est au stade d'état de l'art. Donc, mais c'est la préoccupation et c'est avec ce prisme-là qu'on envisage le plan d'action pour les différents partenaires. Pour être plus précis, est-ce que lors de la phase d'après, on pourrait imaginer, par exemple, la redistribution d'argent en cash aux entreprises pour développer l'innovation, par exemple, Ça comme dans peut le être, Cascade Funding? par exemple, on peut partager au sein de nos discussions l'intérêt qu'avaient des appels cascade funding et les recommander dans nos plans d'action. C'est sous cette forme-là qu'on va pouvoir passer des messages. Quand je dis passer des messages, c'est nous, au sein de nos communautés, recueillir ce type d'input pour les partager plus globalement dans différents pays et les porter au niveau européen. Je te remercie. Madame Cluzel, vous avez levé la main, allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup Pauline pour la présentation. On a entendu tout à l'heure par Clara que les indicateurs qu'on suivait donnaient de la pertinence au plan de travail, c'est-à-dire fournir une indication de on part de là, on veut arriver là, avec probablement des notions chiffrées. J'ai bien vu vos objectifs, ce que vous espériez faire à travers le projet, mais quels indicateurs avez-vous donné, quels chiffres avez-vous donné, quelles sont les mesures derrière votre plan pour en mesurer l'efficacité? Comment vous avez convaincu le jury du coup? Alors effectivement, on s'est engagé sur un certain nombre de KPI, hein. Donc ça, alors il y en a un certain nombre, mais ça va être sous un certain nombre de rencontres, d'échanges avec l'advisory board sur le plan d'action, avoir l'engagement aussi de notre advisory board sur un certain nombre d'actions conjointes, des actions bilatérales, des actions trilatérales, donc pas forcément les 5 pays à chaque fois, mais en tout cas, on s'est engagé sur un certain nombre d'actions concrètes. Et puis aussi des choses comme avoir sur les 2 ans du projet des nouveaux pays qui nous rejoignent. C'est vrai que je l'ai mis en précision, mais par exemple, on s'est engagé à avoir 2 nouveaux pays qui nous rejoignent. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer plus Non, dans le détail, mais c'est ce type d'engagement qu'on a pris. Des nombres de réunions, des nombres sur les enquêtes
un certain nombre de réponses, des engagements, en tout cas des actions à plusieurs qui ne sont pas forcément sur les 5 partenaires, mais toujours en tout cas collaboratifs, enfin, ce type de choses. C'était surtout sur la partie influence, matérialiser l'influence que vous pouvez avoir. Ça paraît toujours un peu compliqué. Donc organiser des réunions et compter les participants, oui. Faire adhérer des gens à certaines actions et livrer des comptes rendus, oui. Et comment on mesure l'influence qu'on peut avoir dans certains comportements? Alors là, c'est peut-être, en tout cas, moi je le vois dans notre projet, plus sur les échanges avec les l'IFAB, donc qui sont les agences de financement, qui ne sont pas directement partenaires. Et là, déjà, il y a une influence au travers des financeurs D'accord, de chaque pays. OK. Merci beaucoup. Du coup, il y a d'autres questions dans le chat. Donc il y avait, Laureline Renaud qui me demandait, quel était le deuxième projet coordonné, enfin sélectionné en coordination française. Donc j'ai partagé pour vous tous, l'article que j'avais rédigé. Donc juste pour répondre à voix haute pour ce topic-là, donc il y avait, 2 coordinations françaises, donc c'était le projet caféine avec l'AFPC et du coup le deuxième, alors excusez-moi, je regarde en même temps, c'était, voilà, c'était le projet Senior Econnect, coordonné par Eurasanté. Voilà. Dans cet article, je vous ai listé toutes les participations, toutes les coordinations pour que justement vous puissiez voir, les différentes typologies d'acteurs français lauréats, pour montrer aussi la richesse de l'EIE, que ça peut concerner le pôle de compétitivité comme la région, comme l'entreprise et cetera. Donc vous avez ces éléments, dans l'article que j'ai joint, que j'ai partagé du coup. Il y avait une question qui t'était adressée, Pauline, quels sont les pôles directement concernés par le périmètre de caféine? Alors, l'ensemble des pôles sont concernés par le projet caféine. Il n'y a pas, puisque c'est les clusters en général C'est ça. et nous, c'est l'association des pôles, donc c'est l'ensemble, c'est en tant que tête de réseau qu'on est présent. Il y avait une autre question, qui demandait quels avaient été les KPI du projet choisi. Oui, alors ça, c'est la réponse que j'ai faite. Oui, ça complète, bon, je pense que tu as répondu, déjà à cet élément. On me demande si les instituts de recherche publique sont éligibles au topic, 2. Oui, tout à fait. En fait, dans ce topic, donc là, on a un exemple avec, la FPC, avec des pôles de compétitivité, mais c'est vraiment l'idée de l'EIE de réunir tous les acteurs, comme je l'ai dit, et tous les territoires au sens large. Donc dans tous les acteurs peuvent être inclus tout à fait des instituts de recherche publique. Dès lors qu'il y a un sens, en fait, à créer un consortium comme tel et à déposer un projet, pertinent. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Heu, il nous reste quelques petites minutes, donc n'hésitez pas, soit lever la main, soit posez-la dans le chat. Je n'en vois pas d'autres. Bien écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez pas d'autres questions, donc ce que je vous propose, n'hésitez pas à les poser même pendant qu'on fait nos présentations dans la fonction de chat. Comme ça, on les prendra dans le deuxième temps de questions-réponses dans l'ordre. Et puisque je n'en vois pas d'autres, je vais, poursuivre du coup ma présentation. Alors, où trouver la liste des pays à faible potentiel d'innovation? Donc ça, c'est, d'après d'après le Regional Innovation Scoreboard ou le European Innovation Scoreboard. Donc dans la description du topic, tout est indiqué. Vous avez les liens hypertextes pour atterrir à ces classements, mais aussi en annexe de ce PowerPoint, je vous ai également ajouté, les liens hypertextes pour justement, accéder à ces différentes catégories. Voilà, mais tout est indiqué. Est-ce que vous voyez bien du coup, mon écran? Oui? Oui, enfin, moi, je OK, le vois. super, merci. Non, merci Pauline, parce que je vois que mon écran, donc j'ai pas envie de parler dans le vide. Du coup, après ce premier temps, de présentation, je vous propose de passer à la présentation du deuxième appel Connect de l'année, 2023.
idem qui se divise en 2 topics. Donc le premier topic se nomme Stimulating Experimentation Practices. C'est un appel de type CSA avec un budget indicatif total de 4 millions d'euros pour 4 projets, 4 subventions attendues. On retrouve à nouveau le fameux critère d'éligibilité que je vous ai présenté au début, pour lequel je vous ai fait un petit point d'attention. Idem, à nouveau, je vous invite à le lire comme additionnel. Donc, quel est l'objectif de ce topic? Ce topic vise à créer des espaces d'expérimentation dans des secteurs innovants qui sont soit freinés par la réglementation actuelle, soit peu, voire pas réglementés. L'idée sous-jacente est de créer des test beds, des living labs, des bacs à sable réglementaires. Donc, lorsqu'on débute la lecture de ce topic, à nouveau, sont listés les résultats attendus, ce à quoi le projet devra contribuer. Donc ainsi, on peut lire qu'il s'agira d'accroître les connaissances sur les cadres d'expérimentation pour tester les innovations, fournir des services pour tester des solutions innovantes, ou encore améliorer le partage des connaissances et le développement de bonnes pratiques. Plus particulièrement, pourquoi la Commission européenne a proposé ce topic? Parce qu'il y a un contexte particulier, celui d'une difficile relation justement entre la réglementation, le cadre juridique en vigueur et l'innovation, et notamment l'innovation dite transformatrice de rupture. Et le rapport entre les 2 peut parfois se révéler complexe. Vous allez avoir des situations, par exemple, où il va y avoir un retard réglementaire vis-à-vis de nouveaux développements technologiques, qui peut même rendre ces cadres réglementaires complètement obsolètes. Ça peut être des situations qui mènent même à des barrières. Le cadre juridique va être une barrière qui entrave le déploiement technologique. Donc c'est ça, c'est ce sur quoi la Commission européenne souhaite travailler. Et si vous vous souvenez d'ailleurs, c'est d'ailleurs le deuxième flagship du New European Innovation Agenda, qui visait à travailler sur des espaces d'expérimentation et des marchés publics innovants. Donc là, on est sur le volet créer des espaces d'expérimentation. En termes des groupes cibles attendus, donc assez logiquement, on va citer tous les acteurs qui composent la chaîne de valeur de l'innovation et qui sont pertinents pour ce topic-là. Donc l'innovateur, le porteur d'idées individuelles, l'organisme de recherche et de technologie, les autorités nationales et régionales, l'EIT et ses KIC, à nouveau, les PME, les startups, les régulateurs et autres organismes publics, les ONG ou autres organisations de la société civile. Donc, vous voyez que sont listés un spectre assez large. Donc, lorsqu'on parcourt la description de ce topic, on peut voir une approche en plusieurs temps. Tout d'abord, il est demandé à ce que le consortium, les candidats, identifient un domaine dans lequel émerge une technologie disruptive, innovante, transformatrice, tout en justifiant pourquoi l'expérimentation dans ce même domaine est essentielle. Ce qui est souligné, c'est que la définition donc, de ce domaine, de ce secteur, doit se faire en coopération étroite avec des innovateurs, des porteurs d'idées qui ont également identifié des domaines où ce déploiement de l'innovation va être entravé. Plus précisément encore, donc c'est des technologies innovantes où le déploiement est entravé, mais surtout, on demande à identifier des domaines dans lesquels ces innovations, ces idées innovantes doivent être testées dans un environnement physique ou virtuel afin d'être mises à l'épreuve dans des conditions réelles ou quasi réelles pour évaluer leur viabilité commerciale. Plus particulièrement, on souligne 2 cas de figure. Soit on va identifier des domaines au sein desquels il y a des idées novatrices qui sont en cours de développement, mais qui sont entravées par des réglementations existantes, ou des idées novatrices en cours de développement, mais dans des domaines qui, cette fois-ci, ne sont pas encore réglementés. L'idée de ce topic et de l'identification de ce domaine, c'est aussi de travailler, du coup, à venir agir en lien avec les décideurs politiques pour leur permettre justement de venir soutenir l'innovation, de venir ajuster ces mêmes cadres réglementaires, fiscaux, etc. Donc, hop, voilà. Après ce premier temps donc d'identification, de définition du domaine,
du domaine technologique donc à expérimenter. Chaque proposition doit, dans un second temps, présenter un plan d'action qui va viser à mettre en place ce fameux espace d'expérimentation pour examiner le potentiel d'une solution innovante. Donc, la Commission européenne souligne que ce plan peut éventuellement se lier et être lié à des stratégies S3 en région. Dans un troisième et dernier temps, on demande à ce que, donc, après avoir défini le domaine, après avoir présenté un plan d'action, eh bien, on mette en place ce fameux espace d'expérimentation, donc un Living Labs, un bac à sable réglementaire, un test bed. L'idée étant que le développement de ce même espace d'expérimentation doit permettre à identifier des prérequis, des obstacles juridiques, réglementaires, fiscaux, techniques et opérationnels qui viendront ensuite aider les décideurs politiques à encourager l'innovation. Comment? Ben, justement, en levant ces mêmes barrières, en les adaptant. Donc du coup, dans la logique, comme dans tout autre topic, il est ensuite décrit les activités qui seront attendues. Donc, sans surprise, maintenant que je vous ai expliqué les 3 étapes, on demande par exemple l'identification de domaines et la présentation de sujets concrets, où l'expérimentation pourrait faciliter le déploiement de technologies disruptives en établissant un bac à sable réglementaire, un living lab ou un test bed, ou encore sensibilisation et amélioration des connaissances sur les cadres d'expérimentation existants ou identifier et mettre à l'échelle des exemples de bonnes pratiques de bac à sable réglementaire, de Living Labs et de test beds. Donc, dans les activités qui suivent, hein, qu'on continue de déployer, donc je vous les ai traduites et listées ici. Ce sur quoi moi je voulais insister, c'était, que et ça revient vraiment partout en filigrane dans ce Work Programme de l'EIE, que la Commission européenne appelle à s'appuyer sur des projets existants au sein des KIC de l'EIT ou même à collaborer tout simplement avec les KIC. En effet, certaines KIC proposent des activités dites de test beds, de living labs, auxquelles donc on invite à s'associer, à se rapprocher, ou plus largement, en dehors de ces activités, on appelle à créer de la synergie avec ces mêmes acteurs, avec ce même instrument, donc du troisième pilier d'Horizon Europe. Donc après la description de ce premier topic, je passe au second, avant de laisser la parole du coup à Sylvia. Donc le second topic de cet appel se nomme Specialist Advisory Services to Build Capacities on Innovation Procurement. C'est également un appel de type CSA avec un budget indicatif total de 4 millions d'euros pour 4 projets attendus, soit 1 million d'euros par projet. On retrouve, je me répète, je le sais, mais ce fameux critère d'éligibilité, et je me dois de vous rappeler de le lire comme additionnel. C'est un appel de type lump sum. Donc, c'est un topic, on va le voir juste après, qui est assez redondant avec un topic qui avait été présenté sous 2021-2022, qui vise à renforcer l'usage et le recours aux marchés publics innovants, et ici, plus particulièrement, en créant des services de conseil spécialisés. Donc, au début de l'appel, comme pour tout autre appel, tout autre topic, on va avoir une liste des résultats attendus auxquels la proposition se doit de répondre. Donc, par exemple, promouvoir les opportunités que les marchés publics innovants offrent aux acheteurs publics. Renforcer la familiarité des acheteurs publics avec les processus relatifs aux marchés publics innovants ou encore renforcer l'engagement des communautés d'acheteurs publics avec les fournisseurs innovants, donc les PME, les startups, les incubateurs, les accélérateurs et les institutions de recherche. Donc, quel est le contexte? Pourquoi la Commission européenne propose ce topic? Eh bien, parce que, à nouveau, elle observe une petite, pas une défaillance, mais une problématique. Elle observe que les marchés publics innovants sont un outil très porteur, très stratégique en termes d'innovation, mais que bien trop souvent encore, beaucoup d'États membres, de pays associés, ne veulent pas en fait avoir recours à cet outil, ne veulent pas prendre de risques. Il y a une trop grosse aversion au risque. Et c'est ce sur quoi la Commission européenne souhaite travailler via ce topic.
Donc les groupes cibles, les acteurs ciblés, pour ce topic vont être assez logiquement les acheteurs publics-privés, les entreprises publiques, les PME, les startups, les organismes de recherche et de technologie ou encore les agences d'innovation et autres organismes publics, pardon, chargés de promouvoir les marchés publics innovants et à nouveau l'EIT et SEQI. Donc, lorsqu'on lit en détail ce topic, on retrouve à nouveau plusieurs temps d'approche et de réalisation de ce topic. Donc, tout d'abord, cette action, comme le titre le laisse à penser, assez logiquement, vient soutenir des services de conseil spécialisés sur la question des marchés publics innovants. Ces mêmes services donc vont devoir servir d'intermédiaire entre le monde des acheteurs publics et le monde des fournisseurs innovants, donc surtout start-up, scale-up, PME innovantes. Et donc, on va demander assez logiquement à ces services de conseil spécialisés de posséder plusieurs compétences et capacités assez phares et attendues lorsqu'on constitue un service de conseil. Donc, par exemple, pardon, des connaissances spécialisées sur un ou plusieurs secteurs du marché et une sensibilisation accrue aux startups. Une connaissance approfondie des opportunités de marché qui existent. Heu, Encore, je vous en cite quelques-uns, hein, une bonne compréhension à la fois de ce que les acheteurs publics exigent, mais aussi de ce que les fournisseurs innovants pourraient fournir. Donc voilà, on cite en soi, la Commission européenne liste ici des connaissances qui sont assez logiques en soi, lorsqu'on veut créer un service de conseil spécialisé. Donc après avoir établi ce à quoi ce service devrait répondre, le topic précise que ces services devront servir à faciliter le changement de culture par rapport au marché public innovant. Ils vont devoir notamment influer sur la capacité des acheteurs publics à avoir recours à l'adoption de ces solutions innovantes, en cherchant à diminuer leur résistance au changement et leur aversion du risque. En fait, ce qui est demandé aussi par là, en cherchant à faire ce shift culturel, c'est de renforcer du coup l'interaction entre le monde des acheteurs publics et le monde de ces fournisseurs innovants, donc de ces PME, start-up, scale-up. Dans un troisième temps, ce qui est demandé, c'est que ces services de conseil spécialisés doivent participer à créer de nouveaux réseaux d'experts en partageant des bonnes pratiques. Donc, en suivant, il est listé les activités sur lesquelles les propositions devraient se centrer. Donc, on retrouve par exemple la sensibilisation et l'amélioration des connaissances sur les cadres juridiques des marchés publics innovants ou encore l'amélioration des connaissances et des compétences en matière d'innovation chez les acheteurs en les sensibilisant au processus de co-conception entre les PME et les acheteurs publics et privés. Donc voilà, ça c'était la présentation de ce second topic, ce qui me permet donc de, comme j'ai fait pour le premier appel, de faire un petit retour sur 2021, car comme je vous le disais, il y a eu un topic très similaire, donc qui se nommait Building Capacities in Innovation Procurement. Donc là, l'idée, c'était pas tant de formaliser des services de conseil spécialisés en tant que tels, mais via des consortiums, donc comme on va le voir avec le projet InnoFacilitator, de venir renforcer les connaissances, les échanges de bonnes pratiques, l'expertise relative au marché public innovant. Donc, en termes de participation sur ce topic en 2021, donc sur les 3 projets sélectionnés, on compte 2 participations françaises, dont une coordination, donc Médicène Paris Région, et on enregistre donc 14 de parts captées. Hop, pardon, je suis allée trop vite. Donc idem comme pour l'appel précédent, j'ai souhaité faire une analyse des ESR en me disant: «Voilà, là, je fais face à nouveau à un topic similaire. Comment vous donner les meilleures clés de compréhension possibles et de réussite surtout si vous souhaitez déposer?» Donc à nouveau en termes des remarques générales, donc ça c'était comme précédemment et c'est valable pour les 3 topics. Ce qui revient systématiquement, c'est des critiques lorsque ce n'est pas assez détaillé, lorsque c'est incomplet, incohérent, etc. En termes de la définition du secteur visé et le respect du topic, donc là, ce qui a surtout été souligné, c'était les absences de cohésion
vis-à-vis de l'articulation entre les différents échelons et les autres programmes qui étaient engagés dans le projet. Donc, c'était des consortiums notamment qui visaient à travailler sur certains niveaux identifiés et qui ne parvenaient pas en fait à montrer comment ils allaient répondre aux topics et comment ils allaient articuler les différents acteurs. Ce sur quoi je voulais insister là-dessus, sur ces ESR, sur cette analyse de SR, c'est la méthodologie. Donc, on a souligné parfois sur des côtés peu innovants. Donc là, dans le cadre de ce projet peu innovant, enfin de la critique d'un caractère peu innovant, c'était à nouveau un consortium qui était déjà une alliance en fait constituée au niveau européen entre quelques États membres. Et alors, je le dis à nouveau, hein, c'était pas critiqué en soi, c'était pas vu comme quelque chose de mauvais, mais le consortium choisissait du coup de s'appuyer sur une méthode, sur des outils, sur des services, sur une approche qu'ils avaient déjà consolidée entre eux depuis quelques années et du coup, ils ne parvenaient pas à expliquer comment ils iraient au-delà de ce qu'ils étaient déjà. Voilà. Ce qui est revenu, c'était parfois une critique relative au côté trop high level, au haut niveau, qui manquait de détails. Donc je vous ai mis un exemple spécifique, qui revenait dans la critique sur la méthodologie. Il y avait par exemple un consortium qui souhaitait travailler sur la question des marchés publics innovants en, travaillant sur le continent européen et sur l'Asie du Sud-Est. Cependant, donc bien que louable, l'évaluateur, ne critiquait pas ça, mais ce qu'il critiquait, c'est qu'il y avait ce côté très haut niveau, très international, mais le consortium ne parvenait pas du tout à préciser comment, en pratique, ils allaient lier ces 2 écosystèmes, surtout au regard des différences réglementaires. Ce qui est assez paradoxal, sachant que le but même de ce topic, c'est de travailler à ce niveau, réglementaire aussi. Un point à retenir dans ces ESR, c'est les remarques au niveau du consortium, de la coordination. Donc là, c'était assez surprenant. C'était pas du tout tous les ESR, hein, mais ce qui a été critiqué par les évaluateurs, c'est, lorsque le consortium ne parvenait pas à démontrer de l'expertise des partenaires vis-à-vis des marchés publics innovants. Donc ça, c'est assez surprenant quand même dans un appel, dédié à cela. Mais je vais vous l'expliquer avec les slides suivantes parce que cette critique est revenue sur d'autres critères. Ou alors de la capacité justement des partenaires du consortium à pouvoir créer et activer ces réseaux pardon, interrégionaux entre partenaires. Enfin, à nouveau, la dimension de genre, la dimension de sciences ouvertes, a été, pointée du doigt lorsqu'elle était mal adressée, voire pas du tout ou de manière très superficielle. En termes de critères, d'impact, ce qui est ressorti, c'était donc, un manque de crédibilité. Donc la manière dont le projet souhaitait, réaliser et mesurer les résultats attendus n'était pas, crédible. Alors ça, l'exemple en question, oui, il y avait une volonté de faire, une analyse, entre les pratiques entre différents États membres, mais justement l'analyse en question et la consolidation de cette même étude étaient floues et n'étaient pas crédibles par rapport aux objectifs visés. Barrières et mesures d'atténuation, ça, c'est les mêmes critiques qui reviennent toujours, bon, sans plus de détails malheureusement. C'est soit on ne parvient pas à bien identifier les barrières, soit on parvient à bien les identifier, mais les mesures d'atténuation, correspondantes ne sont pas adaptées. L'impact pathway, le chemin d'impact, l'expert évaluateur, retenait que, et ça c'est dommage pour un topic axé sur les marchés publics innovants, c'était que parfois il y avait des consortiums qui ne parvenaient pas à démontrer comment ils allaient inclure des acteurs traditionnellement moins représentés dans le secteur des marchés publics, à savoir, les, fournisseurs innovants. Ce qui est quand même assez dommage, dans un topic marché public innovant. Exploitation et diffusion des résultats. Manque d'ambition. Donc, là, c'était, le consortium dont je vous ai parlé pour le critère d'excellence, qui en fait était une alliance déjà existante et qui, entre guillemets, «se reposait un peu sur ses lauriers» parce qu'elle ne souhaitait pas développer de nouveaux outils. Un côté trop high level, donc qui va être vu comme pas vraiment lié aux résultats et activités du projet.
Euh, ou alors des supports de communication qui vont être considérés comme peu ambitieux, des prospectus, des brochures. Enfin, ma dernière slide avant de laisser la parole à Sylvia sur le critère qualité-efficacité. Donc la structuration du plan de travail. À nouveau, comme pour mon analyse de SR précédente, c'est des incohérences qui sont souvent pointées du doigt dans les descriptions. Par exemple, des tasks qui ne correspondent pas pleinement, qui ne reflètent pas pleinement l'objectif du work package, un chevauchement des activités, ou par exemple, ça, l'évaluateur souligne que parfois, entre deux work packages, il y avait des tasks qui se différenciaient vraiment pas assez, ce qui lui posait la question d'une possible duplication du travail. En termes du timing, on souligne négativement toujours lorsque c'est peu clair, lorsque c'est incohérent. Point de vue budgétaire, pareil, comme tout à l'heure, c'est soit des erreurs rédactionnelles, soit une mauvaise répartition entre partenaires. Par exemple, il y avait un ESR où on explicitait un peu plus, où, bon ça c'était une erreur assez grossière. Il y avait une trop grande part du budget et des PM qui étaient alloués au Work Package 1 et principalement à un partenaire, alors que dans d'autres Work Package, pourtant stratégiques, parfois il y avait moins d'un PM qui était alloué à un partenaire pourtant clé. Attention à la description. Quand je vous dis que les remarques parfois, comme, manquant de détails, trop générales, ça revient, bah, là, il y avait, un évaluateur qui considérait que la description des activités était tellement floue que l'estimation budgétaire, elle était difficile à faire et donc à évaluer. La composition du consortium, donc là, je reviens sur, la remarque que je vous ai faite pour le critère impact juste avant. On a souligné l'absence de partenaires qui avaient une expérience directe avec le secteur des marchés publics, ce qui rendait du coup l'expertise, du consortium dans ce secteur injustifiée. Et parfois un manque d'équilibre et d'expérience pertinente. Donc c'était un consortium de 6 partenaires avec 4 d'entre eux provenant du secteur académique et un seulement ayant un lien direct avec les acheteurs publics. Du point de vue des thématiques des ESR que j'ai pu parcourir, donc là, il y avait beaucoup moins de thématiques type climat, santé, et cetera ciblées. C'était plutôt la volonté de renforcer l'écosystème relatif au marché public innovant au sens large. Il y avait juste un seul ESR que j'ai parcouru, qui était relatif au secteur ferroviaire et qui a été complètement éligible. Donc pour vous montrer, voilà, que vous pouvez y aller, vous pouvez proposer tout secteur, on est dans des appels blancs avec l'EIE. Donc après ce deuxième temps de présentation, je vais pouvoir laisser la parole donc à Sylvia, donc qui représente Médicine Paris Région. Médicine Paris Région qui est du coup, le lauréat, le coordinateur du, projet InnoFacilitator. Sylvia, hop, je te laisse la main, tu peux partager normalement. Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne? Oui, tu peux le mettre en ouais, c'est bon, c'est en plein écran Très bien. pour moi. Alors, je ne vous vois plus, donc il y aura le temps de questions-réponses après. Mais donc, je suis aujourd'hui ici pour présenter le projet Health InnoFacilitator, qu'on appelle, pour aller plus vite, InnoFacilitator, qui est the European Facilitator Community Promoting Public Procurement of Innovation in Healthcare. Donc là, on se pose la question, en effet, de l'achat public innovant dans l'innovation médicale. Donc, en 2 mots, je représente aujourd'hui Médicine Paris Région, qui est le coordinateur de ce projet. En 2 mots, donc Médicine Paris Région est le pôle de compétitivité, donc on fait partie de la FPC, sur l'innovation médicale en Île-de-France. Donc, on est le tiers de confiance qui relie les parties prenantes de l'innovation médicale, dont la PHP, la moitié de la recherche académique en sciences, de la vie medtech santé numérique en France et une concentration unique en France de Big Pharma. Vous voyez en bas les principaux partenaires de Médicine, dont EITS et la Commission européenne sur le côté européen. En quelques chiffres, on a actuellement plus de 500 membres chez Médicine, avec à peu près 38 partenaires académiques, 37 grandes et moyennes entreprises et plus de, donc ça aura tout son sens par rapport au projet InnoFacilitator, plus de 400 startups et PME dans la région. Et on a 5 domaines d'expertise. Biotech pharma, les technologies médicales, donc la medtech, santé digitale, le diagnostic et les données en santé avec la Medicine Initiative for Health Data. Donc, tous ces sujets reviendront donc dans le projet InnoFacilitator. Un peu pour vous raconter l'histoire du projet. C'est un redépôt
Donc, si je peux dire de ne pas perdre espoir si vous avez un refus sur le dépôt que vous envisagez, Innofacilitator est en effet un redépôt du projet. Donc, en effet, on a été financé sur l'Horizon Europe 2021 Connect, sur son deuxième flagship, comme Clara l'a très bien dit, et on a à peu près un budget de 500 000 € sur 2 ans. Le projet a commencé en octobre 2021, donc on est vraiment sur le début, et on est un projet de ce qu'on appelle maintenant la nouvelle façon de manager financièrement les projets européens, donc le lump sum. Je vais vous faire un rapide état des lieux. Vous verrez que cet état des lieux, en fait, répond exactement à ce qu'on vient de dire sur les objectifs de l'appel à projet sur l'achat public innovant. Donc, on remarque un manque d'investissement dans les marchés publics de l'innovation en Europe, un manque de connaissances des acheteurs publics pour acquérir des solutions innovantes chez les PME et startups, un manque de partenariat et de coopération entre les acheteurs et les acteurs de l'innovation, et la nécessité d'encourager les pratiques des acheteurs publics en faveur des marchés publics plus axés sur des valeurs communes. C'est ce qu'on va appeler en anglais le value-based procurement, et j'y reviendrai un peu après. Donc, pour répondre à cet état des lieux, on a donc 6 objectifs sur le projet, vraiment globalement. On veut favoriser et entretenir une communauté durable de l'achat innovant, augmenter la sensibilisation, les compétences et les connaissances, améliorer la capacité des PME et startups à accéder aux opportunités qui sont présentes, mettre à profit de l'innovation et les capacités des acheteurs, améliorer la coopération entre les organisations publiques et privées, et promouvoir les meilleures pratiques et la dimension européenne des solutions. Parce que c'est vrai qu'une question qui nous revient souvent, c'est comment envisager le sujet de l'achat public innovant au niveau européen, parce qu'il n'y a pas forcément un marché public, il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est d'arriver à apporter une solution à dimension européenne. Alors, un sujet très important, comme l'a très bien dit Clara, c'est le sujet du consortium. À l'heure actuelle, donc, on a un consortium de 6 partenaires avec une entité affiliée qui est EPA. On représente donc la France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Et toutes les parties prenantes de la question de l'achat public innovant en santé sont représentées au sein de notre consortium. Donc, ça a été très important et c'est quelque chose qui a été souligné dans l'évaluation positive qu'on a reçue. C'est que certes, on va devoir créer, je vais vous l'expliquer, une communauté de l'achat public innovant dans l'innovation médicale, mais en fait, on a déjà dans le consortium les contacts et les acteurs qui sont représentés pour qu'on puisse obtenir nos KPI, et ça j'y reviendrai après. Donc on a 2 clusters qui sont donc Medicine Paris Région et Bioindustry Park Silvano Fumero. On a un cabinet de conseil spécialisé dans l'achat public innovant qui est Silo. On a donc les représentations des hôpitaux avec RESA, comme on a déjà dit, avec EPA, Eurega qui est spécialisée dans l'achat public innovant. Et ensuite, on a la Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé qui va être très importante dans l'identification de nos acheteurs publics au niveau européen. Donc vraiment, si je dois revenir à droite à gauche, vous donner quelques conseils, c'est vraiment que votre consortium doit déjà représenter dans son intégralité les objectifs de votre projet et les solutions que vous apportez. Ensuite, j'ai essayé de me concentrer sur nos Work Packages de contenu, qui sont le Work Package 2, 3 et 4. Et donc, je n'ai pas vraiment parlé du Work Package 1, mais toujours pour rebondir à ce qui a été dit et pour vous donner un peu de conseils sur comment Innofacilitator a été financé. Donc, on a un Work Package 1 qui est Management, qui est coordonné donc, par Medicine. Si je dois donner un conseil, c'est que nous, de notre côté à nous, on a vraiment très structuré le management. C'est-à-dire que c'est coordonné par Medicine. On a un advisory board qui est composé de membres en dehors de notre consortium, qui intervient tous les 4 mois pour savoir comment avance le projet, pour nous donner des conseils et qui sont en vrai des acteurs très, très importants de la communauté Innofacilitator. Et tous nos livrables passent par du quality management, qui sont des personnes qui travaillent à Medicine, qui sont spécialisées dans le domaine, mais qui ne font pas partie du management du projet. Donc vraiment, chaque chose qu'on produit passe par eux. Donc, le Work Package 1, même si ce n'est pas un très grand projet niveau financement, niveau consortium, on a vraiment structuré le management du projet à plusieurs niveaux. Donc voilà, c'est ce que je ne l'ai pas écrit là parce que j'y ai pensé quand j'écoutais Pauline et Clara, mais voilà, à savoir qu'on a un Work Package 1 qui est très structuré. Alors, pour arriver au Work Package 2, donc c'est Health Innofacilitator Community Building. On va
créer, construire, encourager et renforcer une communauté de inno-facilitateurs en santé, en s'appuyant sur des réseaux déjà existants. Donc là, je reviens sur la question du consortium, dans le domaine des marchés publics de l'innovation en santé. Là, on a 3 tâches principales. Donc, c'est la création de la communauté. On va la créer, on va la soutenir tout au long du projet et on va se poser la question de sa sustainability. Comment on va la faire vivre après le projet? Ça, c'est vraiment très important. Vraiment, dans chaque activité qu'on a, on a dû se poser la question de la sustainability. Qu'est-ce qui se passe à la fin du projet? Et alors ça aussi, quelque chose de très, très important, c'est que quand on a soumis InnoFacilitateur, le dépôt, on ne savait pas exactement, on savait que des choses se passaient déjà sur ce domaine très riche des marchés publics de l'innovation en santé. Par contre, on ne savait pas ce qui allait être financé en même temps que nous. Sur le même appel à projet, mais sur des appels à projet aussi différents, des politiques européennes différentes. Donc, on a toute une tâche dans la Work Package 2 qui est sur le fait de créer des synergies. À l'heure actuelle, il y a 3 jours de déposer 4 livrables sur le projet InnoFacilitator et un des livrables est un stakeholder mapping, donc un mapping au niveau européen de tous les acteurs qu'on devrait contacter pour rejoindre la communauté, mais aussi un mapping des initiatives qui existent déjà sur les marchés publics innovants pour créer des synergies et pour ne pas dupliquer des contenus. Donc ça a été aussi très, très apprécié dans l'évaluation, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de ce qui a été fait, de ce qui est fait en même temps que nous et comment on peut créer des synergies sur nos activités. Donc, voilà pour le Work Package 2. Voilà, la cartographie des parties prenantes, l'engagement avec les stakeholders. Donc, on a au tout début du projet, ça, on l'a déjà fait. On a identifié au niveau européen 20 parties prenantes qu'on appelle les advocators, qui devraient rejoindre la communauté et qui seraient les premiers défenseurs de cette communauté. Et donc, le Work Package 2, je ne l'ai pas dit, qui est lead par Eureka et Reza, ils vont tous les deux à faire des rendez-vous avec ces advocators pour qu'ils soient les porte-parole de notre communauté, parce qu'on a vraiment des ambitions sur cette communauté, sur le nombre de participants à nos contenus et sur l'après de cette communauté. Donc voilà pour ce qui est le Work Package 2, donc c'est vraiment le community building de InnoFacilitator. Ensuite, on arrive au Work Package qui est le plus riche, qui est le 3e, c'est celui des Training, Awareness Raising, Strategic Support and Stakeholders Engagement. Là, on se pose la question, notre but est de fournir un riche portefeuille de formation qui est dédié, accessible, pour améliorer les compétences et les capacités à concevoir les marchés publics innovants européens. On veut sensibiliser les acheteurs, les évaluateurs, les fournisseurs, acteurs du déploiement de l'innovation, et aussi particulièrement les PME, les startups, afin de créer des liens entre les différentes parties prenantes. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre première tâche, c'est un desk review et analyse report. On vient pareil de soumettre ce livrable et on se pose la question de ce qui a déjà été créé au niveau européen pour les formations. Pour créer des formations, nous aussi, qui soient innovantes, mais aussi pour pouvoir s'appuyer sur des contenus déjà créés. Et dans cette recherche, de notre côté à nous, on a trouvé d'autres partenaires potentiels qui travaillent sur les mêmes sujets que nous. Donc voilà, tout est lié Work Package 2, Work Package 3. Donc voilà, notre première activité, c'était de faire ce desk review et analyse report. Ensuite, on a donc nos activités de formation. Je vais y revenir tout de suite sur ce qu'on propose. On propose des formations. On propose des coachings, on propose des webinaires. Donc, des formations sur l'achat public innovant et les pratiques européennes, des formations sur le droit à la propriété intellectuelle, très important, et des coaching sessions où on va, notamment grâce à notre advisory board, on va sélectionner 5 acheteurs publics pour que nos formations ne restent pas avec ce wide scope, mais qu'on puisse faire du vraiment très, très adapté à qui on parle pour 5 acheteurs publics. Et on a des webinaires. On se pose la question de quelles sont les success stories au niveau européen de l'achat public innovant. Qu'est-ce qui a fonctionné, mais pas seulement, aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On va se poser la question pour ensuite forcément pouvoir adapter nos formations. Et on revient sur ce concept de value-based procurement où on fera un webinaire spécialisé sur comment procéder à de l'achat avec des valeurs communes. On en a parlé, mais environnement, égalité des genres, etc.
Donc ça, c'est vraiment, je vous le fais très rapidement, il y a vraiment beaucoup de formations qui sont proposées dans le projet InnoFacilitator. Ça commence en avril, donc ça commence très prochainement. Et tout ce Work Package est lead par notre cabinet de conseil spécialisé espagnol qui s'appelle Silo, mais il est co-lead. Tous les partenaires, bien sûr, travaillent sur la préparation à ces formations. On parlait tout à l'heure de KPI, c'était un conseil à donner. Nous, on a des KPI très précis. Je dois le dire aussi très ambitieux, vu qu'on a au moins 50 acheteurs publics participant à chaque session de formation en ligne, 100 acheteurs formés à l'acquisition d'aptitudes et de compétences en matière de marché public innovant, par le biais de nos webinaires et de nos sessions de coaching, au moins 50 PME startups qui participent aux formations en ligne, 10 webinaires ateliers de formation au total, donc c'est les sujets que je vous ai précédemment présentés, 5 acheteurs bénéficiant des séances de coaching, et une satisfaction des apprenants à 90%. Donc là, on est en train de travailler sur nos outils d'évaluation interne sur les formations qu'on propose. Donc voilà, on parlait de KPI juste avant avec Pauline. Bah voilà, ils sont là, ils sont ambitieux et ils ont été pareil appréciés dans l'évaluation pour que voilà, quand on présente une activité, on puisse présenter derrière un objectif quanti très précis. Ensuite, on s'est posé la question, ça c'est le Work Package 4, c'est la communication. Comment on communique sur notre projet? Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté nos messages clés par rapport à qui forcément à qui on discute. On a ici identifié 5 acteurs, les acheteurs publics, les offreurs de solutions, les représentations régionales, les institutions européennes bien sûr, et les instituts de recherche et académiques. Pour chaque acteur, on a dans notre communication stratégique, pareil, on vient de soumettre à la commission, on a adapté notre message. Donc, notre communication, on a écrit ce qu'on allait faire à la commission, mais on a aussi écrit que notre stratégie de communication, peut évoluer. Et on a aussi écrit qu'elle sera adaptée à qui on s'exprime. Bien sûr, les grandes lignes restent les mêmes, mais chacun de nos acteurs auront des intérêts différents à rejoindre notre communauté et à rejoindre le projet. Donc ça, c'était très important et on l'a écrit et là, on a travaillé dessus. Les outils de communication. On a un LinkedIn qui vient d'être publié il y a 3 jours. Donc, n'hésitez pas à nous rechercher parce que dans ces 2 ans, on va tout poster sur le LinkedIn. C'est notre premier vraiment outil de communication. On a un site internet qui est pareil que pour le moment, il y a un peu une landing page qu'on a publié pareil il y a 2-3 jours. Donc, on vient de lancer la stratégie de communication après avoir posté le livrable à la commission. Et LinkedIn sera vraiment notre premier outil de communication avec la promotion de nos formations, webinaires, coaching sessions et tous les événements clés de notre projet. Et voilà, vous avez mon contact ici. Surtout, n'hésitez pas. Je vous ai juste mis les partenaires Work Package Leader qui est en bas pour pouvoir vous référencer que Silo, c'est le Work Package de formation. Biopimed, c'est la communication. Et Eureka et Reza sont les Work Package Leaders de Community Building. Donc, c'est eux qui travaillent sur le mapping que je vous ai présenté brièvement. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions et suivez LinkedIn pour avoir le plus d'informations possible sur InnoFacilitator. Et merci beaucoup surtout. Merci beaucoup Sylvia, c'était super intéressant, c'était très clair. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième temps de questions-réponses. Donc je vais rattraper ce que j'avais vu. Donc ça, j'y avais répondu. Donc j'ai monsieur Majid, je vous ai rajouté dans le chat par rapport à votre question précédente le lien vers le Regional Innovation Scoreboard pour vous permettre de voir les régions. J'avais une question sur à quoi correspondait une gestion pays dans un projet de type CSA. Donc, j'en ai discuté justement avec mes collègues du PCN juridique et financier qui m'accompagnent aujourd'hui parce que je n'avais pas trop d'éléments de réponse. A priori, dans une CSA, il y a moins d'enjeux de propriété intellectuelle que dans d'autres types de projets RIA-IA. Mais ça va avant tout, du coup, dépendre de ce qui est développé et de la stratégie aussi de l'institution concernée. Donc déjà, Fanny ou Lucie, je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires à apporter à ce que je viens de dire. Donc, c'est mes collègues du PCN juridique et financier avec qui j'en discutais. Et peut-être aussi si les lauréates qui nous accompagnent aujourd'hui, vu qu'on est dans 2 CSA, ont des éléments à apporter sur ça, sur l'API.
Bonjour, bonjour à tous. Merci Clara. Non, du coup, je pense que voilà, en résumé, après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de répondre sur ces sujets. C'est vrai que, comme je te disais dans le chat, Clara, il faut voir, il faut se poser. En fait, c'est bien à minima de se poser la question déjà, de se demander effectivement, je disais, à l'échelle de l'institution ou si ce projet-là, ça soulève des enjeux, des choses que vous voudriez protéger, valoriser. C'est toujours bien. Voilà, tu l'as dit, les CSA, on peut a priori se dire il n'y a pas de recherche, mais c'est pas parce qu'on ne fait pas de la recherche au sens académique qu'il n'y a pas des choses à valoriser d'une manière ou d'une autre, sans aller forcément jusqu'à un brevet. Donc pensez-y, réfléchissez-y, c'est toujours bien vu du point de vue, je pense, des évaluateurs. Et puis voilà, pour valoriser tout simplement le travail que vous fournissez dans ces projets, qui sont quand même assez spécifiques et assez valorisables, je pense. Donc voilà ce qu'on peut dire. Merci Fanny. Là-dessus. Voilà. Et puis je disais effectivement, il y a de toute façon, si vous cherchez des billes et vous voulez en savoir plus sur toutes les questions de propriété intellectuelle, il y a un organisme, en fait c'est une asso qui est financée depuis des années par la Commission européenne. En fait c'est un consortium de projets d'ailleurs je crois, qui s'appelle le European IP Helpdesk et qui fait de très bons webinaires sur le sujet. Alors, ils sont en anglais, mais voilà, ils sont très bien faits. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Si vous voulez en savoir plus, on vous redonnera les liens. Merci Voilà, beaucoup Fanny. je t'en prie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser ou à poser à Sylvia ou même à Pauline par rapport au projet caféine, n'hésitez pas. Il nous reste quelques instants, ou sinon je passerai directement à la conclusion. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Tant mieux, ça voulait dire que c'était clair. Du coup, je vais juste repartager mon PowerPoint quelques instants pour le moment de conclusion. Alors, à partir de la diapositive actuelle. Donc, ça va être assez bref. Du coup, c'était pour vous, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui, j'avais choisi de faire un focus sur 2023 parce que je considérais que de toute façon, les topics étaient très riches, très variés et chacun assez complexes. Et voilà, j'ai fait le choix de vous faire une analyse de SR, d'inviter des lauréates à mes côtés. Donc, comme vous le voyez, il nous reste encore 2 calls pour 2024, pour le Work Programme 2023-24, aussi avec des thématiques extrêmement riches et variées. Donc, par exemple, le premier topic de l'appel 2024 vise à mettre les fameuses vallées régionales de l'innovation, donc qui correspondent au flagship numéro 3 du New European Innovation Agenda. Il y a aussi quelque chose d'assez inédit pour le IE, un topic qui vise à créer une plateforme de coopération innovante entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou encore le call Startup Europe, donc Startup Europe qui s'est rattaché à l'EIE. Donc voilà, en fait, vu la richesse de ce Work Programme 23-24, j'ai fait le choix donc de découper en 2 parties et je reviendrai vers vous, pour vous proposer d'autres sessions d'information un petit peu sur mesure. Par exemple, pour le topic, African Union, European Union Innovation Platform, je souhaite faire un webinaire, un temps d'information, complètement dédié. Donc juste quelques éléments complémentaires que je répète à chaque fois, mais qui sont vraiment utiles. Donc déjà, si vous souhaitez revenir vers moi, me contacter pour, les appels que je vous ai présentés ou pour toute autre chose, pour le IE, pour son Work Programme 21-22 même, n'hésitez pas à me contacter directement plutôt que l'adresse PCN parce que bon, je suis la seule PCN, donc au final, autant m'écrire sur, clara.petitfils@recherche.gouv.fr. Je vous invite aussi à vous inscrire à la liste relais écosystème d'innovation IET et à mon LinkedIn, au LinkedIn de mon PCN. J'y partage toute l'information que j'obtiens en termes des résultats de la participation, l'actualité aussi de la Commission européenne, etc. J'en profite aussi pour vous donner un autre lien qui est le EIE Projects Data Hubs. Donc en fait, la semaine dernière, il y a eu un workshop donc, auquel d'ailleurs Sylvia et Pauline ont participé, organisé par la commissaire européenne Maria Gabriel, qui visait à présenter comment l'EIE répond au New European Innovation Agenda. Et à l'occasion de ce workshop, Maria Gabriel a annoncé la création du EIE Projects Data Hub. Donc en fait, lorsque vous allez sur cette plateforme, vous avez une cartographie, vous pouvez cliquer de pays en pays et voir quels sont les partenaires membres des différents projets, les différents acteurs impliqués. Donc ça peut être intéressant
pour voir justement la typologie d'acteurs impliqués dans le IE. J'ai aussi mis les coordonnées du PCN juridique et financier, qui a en fait le PCN Jurfi, bon, vous le connaissez, je ne vous le présente plus. Ils ont vraiment, des sections très riches sur notre mini-site et par rapport à l'EIE, je vous ai mis le lien vers, le replay du webinaire sur le financement en lump sum qu'ils ont organisé le 25 janvier, auquel j'ai assisté. Je peux dire qu'il était très intéressant. Donc n'hésitez pas à consulter ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, vous aurez aussi plusieurs annexes à parcourir si vous souhaitez creuser certains sujets qui sont mentionnés. Donc, par exemple, il y a le European Innovation Scoreboard. Donc, je donne les définitions officielles européennes. Je donne les liens hypertextes. Donc, vous avez les prix, par exemple, les Startup Village, le Regional Innovation Scoreboard. Je vous ai aussi catégorisé les différentes régions françaises. Et enfin, quelques slides sur Eurostars, géré actuellement par BPI, voilà, avec les coordonnées. Donc, voilà, c'était tout pour le contenu d'aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je profite de ce moment de conclusion donc, pour remercier à nouveau Sylvia et Pauline. Les remercier à nouveau chaleureusement. C'était très intéressant d'avoir des projets EIE parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à mon poste, on me disait souvent je ne comprends pas, c'est un peu flou. Concrètement, un projet pourrait proposer quoi? Donc là, on a eu 2 exemples très intéressants. Et puis également remercier mes collègues du PCN Jurfine qui m'ont accompagnée dans le bac du coup pour m'aider au cas où. Donc voilà, Pauline, Sylvia, je ne sais pas si vous avez un petit mot à votre tour. Non, merci beaucoup pour l'invitation et puis ravie d'avoir pu participer et puis partager ces informations. Pareil, merci beaucoup et surtout n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions sur les fonds et les projets. Merci. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat qui vient d'apparaître. Il me semble que vous avez dit au début que les EIE fonctionnent comme les EIT. Alors, non, les EIE ne fonctionnent pas comme les EIT. Les EIT, alors l'EIT, c'est un institut distinct qui appartient au 3e pilier qui se structure en KIC. Chaque KIC a ses modalités de participation. Donc, elles vont proposer des programmes soit ouverts à toute la communauté, soit ouverts principalement à ses partenaires dits membres qui ont donc payé une cotisation annuelle. Donc, on ne peut pas faire de règles générales sur l'obligation ou non d'adhérer à une KIC. Si vous souhaitez intégrer une KIC à un projet, c'est tout à fait possible. Ça s'est vu en 2021, il y a eu un projet lauréat auquel EIT France a participé. Donc, en fait, il vous suffit de vous rapprocher de la KIC en question qui peut vous intéresser, du programme manager qui gère, par exemple, un programme TestBeds qui pourrait être intéressant pour vous, et de voir les modalités de participation. Sachant que les KIC, c'est des grosses communautés en soi. Je vois qu'il y a une personne qui lève la main, donc j'en profite, il nous reste quelques minutes. Allez-y. Non, il n'y a plus de questions. Non, c'est bon. Ah si. Non, je pense que c'est C'était une bon. erreur, désolé. Ok, pas de souci, pas de souci. Désolé. Ok, j'en profite du coup pour vous remercier à tous. Je m'excuse à nouveau, j'ai une angine et il y a eu un moment, j'ai une quinte de toux qui est apparue. Donc excusez-moi pour ce petit moment où ma voix elle a un peu faibli. Voilà, et puis vraiment merci à tous pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, vers nous, pour plus de questions en fait sur le IE. Voilà. Merci beaucoup et bon week-end par avance. Merci.